la première page d'une série consacrée à l'histoire de la vie à la campagne. Aujourd'hui, nous allons parler des fêtes. Chaque moment de la vie paysanne est prétexte à une fête. Le mariage, le baptême, l'enterrement, mais aussi les moissons, les vendanges et les veillées et parfois les foires. Nous avons composé ces émissions en demandant à des spécialistes de venir sur notre plateau. Et aujourd'hui, nous recevons Emmanuel Leroy-Ladurie, qui est professeur au Collège de France et qui est l'un des auteurs de l'histoire de la France rurale, qui est publié aux éditions du Seuil. Je voudrais que vous nous disiez quelques mots, Monsieur Leroy-Ladurie, sur cet ouvrage considérable qui est en 4 volumes, je crois. Oui, je ne suis qu'un des petits auteurs. Les grands auteurs sont Duby et Vallon, ce sont eux qui ont tout dirigé. Et il y a actuellement 3 volumes parus. Le premier sur la préhistoire, l'Antiquité et le Moyen-Âge. Le second sur le 16e, 17e, 18e. Le troisième sur le 19e siècle. Et on attend le 20e siècle qui finira bien par venir. C'est un ouvrage très illustré, très séduisant à lire et à regarder aussi. Il est peut-être parfois un petit peu difficile de texte, encore qu'on a fait un effort quand même pour s'adresser pas seulement aux spécialistes, mais vraiment au grand public. Et l'illustration est tout à fait admirable, je le dis d'autant mieux que je n'y suis pour rien, c'est l'éditeur. Il y a beaucoup d'illustrations, et notamment des illustrations en couleur, et il y a des illustrations très très rares. Il y a Oui, il y a eu un gros travail de documentation fait à la Bibliothèque nationale, dans les musées, avec les miniatures du XVe siècle, des inédits tirés des archives. C'est vraiment une illustration qui n'est pas toujours très connue. Et cet ouvrage est unique en son genre. Je crois qu'il n'existait pas d'ouvrage sur la vie du monde rural. En France, non. Il y en a sur la vie rurale anglaise ou allemande, mais pour la France, c'est la première fois qu'on a quelque chose d'aussi complet. Il y avait des ouvrages plus courts avant. Mais il faut bien être honnête, c'est un petit peu votre ouvrage qui a été l'instigateur de cette série d'émissions. Et avec nous également Claude Guignebé, qui est chargé de cours d'ethnologie et de folklore à la Sorbonne et qui a publié Le Carnaval chez Payot. On ne peut pas voir votre ouvrage puisque vous avez oublié de nous l'apporter. Oui, en effet. Et puis Serge Bonnet, qui est un dominicain, qui a fait de nombreuses études sociologiques sur ce thème, et aussi des téléspectatrices que je voudrais particulièrement remercier. Oui, je voudrais vous remercier parce que vous avez beaucoup travaillé sur ces émissions. Lorsque nous avons entrepris cette série, Armand Jameau a souhaité votre témoignage et vous avez été très très nombreuses à nous raconter la vie à la campagne autrefois. Nous avons lu et relu avec beaucoup d'attention vos très très longues lettres et grâce à vous, ces émissions seront surtout le reflet de ce qu'ont vécu vos grands-parents et arrière-grands-parents. Alors encore une fois, merci, un grand merci pour le temps que nous avez donné, parce que le temps est très très rare en ce moment. Madame Débat, vous nous avez aussi envoyé une lettre tellement longue que vous avez eu la courtoisie de nous adjoindre une table des matières pour que nous nous y retrouvions. Et vous êtes né dans les Pyrénées, je crois. Oui. Et j'habite dans le Gers. Et maintenant, vous avez 5 enfants. Oui, 5 enfants. L'aîné reste à l'exploitation et les autres ont dû partir parce qu'il n'y a pas de travail pour tous. C'est ça le droit d'aînesse? Oh non, il ne faut pas l'appeler le droit d'aînesse, c'est un choix. Maintenant, on ne peut plus obliger un enfant à continuer à travailler la terre et surtout à faire de l'élevage. Vous avez 5 enfants et vous avez combien d'hectares pour élever vos 5 enfants? Une quarantaine d'hectares. Et qu'est-ce que vous cultiviez? Nous faisons un peu de polyculture, mais maintenant, mon mari avait commencé et maintenant mon fils aîné fait de l'élevage. Nous avons des vaches laitières, puis il élève les velles et il continue l'exploitation. Et puis on fait de l'ensilage pour la nourriture, pour faire moins de foin. Il faut essayer avec le matériel. Et puis par l'entraide, on fait des coopératives, on fait de l'ensilage pour la nourriture des bêtes, qu'elles aient à manger du verre toute l'année. Je crois que vous avez connu des nuits blanches parce que votre exploitation ne s'est pas montée toute seule. Ah non. Et puis c'est surtout, autrefois on travaillait avec des bœufs. Et puis en 1959, on avait acheté le premier tracteur. Et vous savez, le Gers est le premier département agricole. Et il était pauvre, en grande partie. Et puis le Crédit Agricole a prêté beaucoup d'argent, mais il faut surtout le rembourser. Et alors autrefois, c'était la fatigue physique. On pouvait vite récupérer. Mais après, lorsqu'on pensait aux traites qu'il fallait payer, alors il y avait des nuits sans sommeil. Bien, écoutez, on va oublier ces mauvais moments et aujourd'hui, on va parler des fêtes. La première fête, je crois que c'était la messe.
la messe. Je suis d'un village de montagne où les coutumes sont restées très vivaces. C'est vrai, autrefois, il y avait surtout la pratique religieuse. Alors le dimanche, les gens se faisaient toilette, assistaient à la messe, et je peux dire que papa était chantre. Alors on chantait la messe en latin. Et puis après la messe, c'était la réunion sur la place du village, et les hommes allaient boire à l'auberge en face. Puis ils se retrouvaient, et ceux du hameau restaient même l'après-midi pour passer l'après-midi à l'auberge. Puis ils chantaient des chants en patois. Très souvent, dans les rencontres des bergers, eh bien, on chantait. Et votre père était sonneur de cloche. Il C'est était toujours sonneur la de cloche qui cloche. annonçait la fête. Ah oui, c'était le sonneur de cloche. Il sonnait l'Angélus 3 fois par jour. Puis c'était lui qui sonnait pour les fêtes religieuses, les baptêmes, les mariages, les enterrements. Mais il y avait quelque chose de particulier. On payait le sonneur. Chacun donnait, on appelait ça le bouchette, c'est-à-dire on donnait des pommes de terre. Et papa devait aller dans les maisons, aller ramasser la part de pommes de terre. Et dans chaque maison, on l'invitait à manger, à boire. C'était la période où on avait tué le cochon. Et mon Dieu, lorsqu'il rentrait le soir, maman lui reprochait d'avoir un peu trop bu. Mais il ne pouvait pas aller chez les gens sans se faire inviter. Serge Bonnet, les fêtes sont surtout religieuses et les grands moments de la vie agricole sont sanctifiés par l'Église en général autrefois. Oui, il y avait le rythme de chaque semaine, la messe à laquelle on vient de faire allusion. Il y avait aussi les grands moments de la vie, la naissance, la communion solennelle, le mariage, l'enterrement, qui était aussi souvent suivi d'une sorte de fête, d'une autre tonalité, mais d'une fête quand même. Et puis il y avait les grandes périodes, les grands changements de saison qui étaient également, c'est bien qu'on avait 3 registres de fêtes. Le cadre hebdomadaire, les grandes saisons dans l'année, et puis les grandes saisons de la vie d'un être humain. Mais je crois qu'il faut aussi dire, si vous voulez, pour que l'évocation, si vous voulez, de ces communes où on pratiquait beaucoup, c'était quand même pas le cas général dans toutes les communes. Parce qu'on a trop souvent, si vous voulez, je crois, en face de la fête, on se dit, bon, on est c'est la décadence, ce n'est plus comme autrefois. Il s'en faut de beaucoup qu'autrefois, la pratique était aussi universelle qu'on peut le penser. Et il y avait des régions entières où on pratiquait d'une manière épisodique, si bien que je crois que, si vous voulez, c'est très important, avant d'avoir, peut-être de discuter sur la fête, déjà de bien savoir que ce n'était pas universel et que partout on ne pratiquait pas de la même manière. Emmanuel Leroy-Ladurie veut intervenir. Oui, je crois que vous avez raison pour le 19e et 20e siècle, où beaucoup de paysans, surtout les hommes, s'abstenaient d'aller à la messe. En revanche, au 17e, 18e siècle, vraiment tout le monde, absolument tout le monde, sauf exception rarissime, y allait, même si on n'était pas très croyant, mais c'était une façon de se retrouver et puis aussi d'obéir au curé, il faut dire. Oui, je pense quand même, si vous voulez, qu'au point de vue du 18e, même déjà au 18e, on a toute une série de communes avec notamment déjà des éléments autour d'une petite forge, autour d'une tuilerie, enfin vraiment immergés dans le milieu rural, où déjà on pratiquait relativement peu. Les tableaux de communion qu'on a même déjà au 17e montrent qu'il y a déjà des tâches, si vous voulez, et des gens qui sont un peu en marge. Mais en fait, il est vraisemblable que l'abstention à cette époque-là n'a pas peut-être la même signification que l'abstention au 19e siècle. Là, on pourrait discuter. Près de moi, il y a Madame Farjas. Vous étiez enfant, Madame, au Limousin, c'est-à-dire un pays Oui. très déchristianisé, un pays de mission, même en son temps. Ah, il n'était pas tellement déchristianisé à l'époque où j'ai vécu. Moi, je me souviens dans mon enfance. Ça remonte très loin? Eh bien, mon Dieu, j'ai l'âge du siècle. Eh bien, il y avait, je me souviens, au moment de la fête Dieu, il y avait des fêtes extraordinaires. Je suis originaire d'un petit bourg médiéval qui est très beau. Et il y avait des processions de la fête Dieu. Tout le bourg était en fête, n'est-ce pas? On balayait les rues. Papa était le maire du pays, il faisait balayer les rues par le cantonnier. Il y avait 3 reposoirs. Il y avait une bénédiction à chaque reposoir. On faisait des reposoirs avec des fleurs partout. Rien n'était assez beau pour Dieu à cette époque-là. Et vraiment, on mettait aux fenêtres du village, du bourg, on mettait des beaux draps brodés, des nappes brodées. Enfin, c'était... Et qui prenait part à ces processions? Eh bien, moi-même, j'ai pris part. Il y avait... Enfin, les enfants, les femmes? Les enfants, les femmes. Presque tout le bourg était là, monsieur. Les hommes aussi. Et les hommes aussi, bien sûr, monsieur. Et on portait la bannière. Il y avait une grande bannière qui était fort belle, avec 4 cordons. La jeune fille qui portait la bannière, qui était ma sœur aînée, je suis d'une famille de 8 enfants, c'était un grand honneur de porter la bannière à la procession de la fête Dieu. Moi, j'étais toute petite, toute ambidonnée dans une robe blanche, et je portais un des cordons de la bannière. C'était un grand honneur. Et alors, je ne pense pas qu'après, il y avait des beuveries, comme vous le dites là, pour certaines choses. Non, pas C'était des beuveries, vraiment... mais la rencontre après Ah oui, la messe. oui, on- c'est ça. Mais on enfin, je buvait peux dire que ensemble. vraiment tout le village participait, toutes les fenêtres étaient ouvertes, c'était la fête.
vraiment la fête religieuse dans son essence même. Attendez, Et puis alors, un autre on témoignage, jetait Madame les Farjas. fleurs au Saint-Sacrement, c'était très beau. Attendez, faisons vite parce qu'il y a beaucoup de choses à Oui, dire. oui. Un autre témoignage dans une autre région, monsieur Chez Bidot. nous, c'était à peu près la même chose. Chez vous, c'est-à-dire Chez nous, en Franche-Comté, c'était à peu près la même chose. Et même, ça existe encore dans certains villages. Oui. La fête de Dieu, c'est une fête où tout le monde assiste. Il y a plusieurs reposoirs. On la prépare déjà 2 jours à l'avance, décoration. On va couper des mets, c'est-à-dire des arbres pleins de verdure. Et à la suite, monsieur le curé rassemble toutes les bonnes volontés pour faire quelque chose de bien. Et à la suite de cette fête, monsieur le curé offre un goûter à la jeunesse qui a bien... Évidemment, les hommes font la fête de Dieu Et pour la ça, fête. ce que vous dites se conjugue au passé ou au présent? C'est encore au présent. Oui. C'est encore au présent. De moins en moins, mais encore. Madame Leroux, vous représentez quelle région ici? La région de Nantaise. La région nantaise, oui. Une région de Le pratique pays de Ré, religieuse. quoi, plutôt. Oui. Comment? Alors, le pays de Ré. Oui. Alors, les pratiques religieuses, il y en avait encore il y a quelques années, mais maintenant, les processions, ça, c'est fou. Ah oui. Il y a eu plusieurs reposoirs aussi, tout ça. Je veux dire que Sainte-Marie, peut-être encore le fait. pour trouver des fêtes Dieu, ça devient assez difficile en France. Attendez, monsieur Gagnebet, s'il vous plaît. Je veux dire, l'Alsace, et en effet, votre région est encore positive, ça devient compliqué, alors que nous avons des descriptions de fêtes Dieu anciennes, celle d'Aix, par exemple, qui est bien connue, bien décrite au XVIIIe, qui était d'ailleurs légèrement païenne, ce qui est intéressant, avec... Qu'est-ce que vous appelez des légèrement païenne? Eh bien, on représentait à Aix, par exemple, on s'amusait à... Il y avait des jeux très bizarres où on envoyait un chat en l'air. Une description du 18e. Pour la le fête démon, Dieu. le chat L'interprétation est difficile. On représentait Saint Christophe. C'était un enfant monté sur une sorte de mannequin géant. Enfin, l'ensemble de ce qui se faisait à la fête Dieu est déjà condamné par ceux qui la décrivent, 17-18e, comme païen. Mais c'est ancien puisqu'on a des descriptions de la fête Dieu, même dans l'Angleterre médiévale, avec déjà des éléments de théâtre populaire, disons, qui faisaient que le clergé voyait d'un très mauvais œil cette fête Dieu déjà à l'époque médiévale. Or, ce qui est curieux, c'est qu'elle a été... disons, bien récupérée. Ce que vous nous décriviez, madame, tout à l'heure, c'est en effet une fête Dieu qui, là, semble avoir entièrement perdu, gardé des branches, des choses comme ça, mais des éventuels éléments Monsieur Laurent Détry, de renouveau. La force du christianisme, c'est quand il est païen, justement. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas le dépaganiser, parce qu'on tue tout à la fois. Oui, je crois qu'en effet, à partir du moment où on n'a plus, si, mais quand on n'a plus le sens de la création, de l'eau, du feu, des démarches, de la procession, il est bien évident qu'il y a tout un soubassement. Le christianisme devient une chose cérébrale et ça se dessert. Alors, une difficulté pour monter cette série d'émissions a été de trouver des documents filmés. Oui, Nous avons eu beaucoup de mal. On a eu beaucoup de mal et je voudrais qu'on voit maintenant la fête de la moisson. Ce sont des images qui nous viennent d'Alsace. Et ensemble, nous disons à notre paix, pour que le bon Dieu donne aussi le pain à tous ceux qui ne peuvent pas le gagner par leur travail et dans leur santé.
Dans chaque petit village, une des dates les plus importantes de l'année était celle de la fête patronale. Chez vous, Madame Debat, c'était le jour de la Saint-Laurent. De la Saint-Laurent. Je parle de mon enfance. Oui. Parce que, alors, beaucoup de gens du pays étaient partis. J'avais par exemple mes oncles qui étaient à Paris et tout le monde se rassemblait pour la fête patronale. Qui était le saint patron du village? Saint-Laurent, qui avait été grillé, qui avait été brûlé sur un grill. Alors tout le monde arrivait. Alors c'était le bal populaire avec l'accordéon. Plus tard, il y eut un piano mécanique où l'on mettait des sous. Mais c'était l'occasion, on mangeait surtout du mouton. C'était des côtelettes de mouton grillées. Puis alors on fabriquait des tourtes, c'est-à-dire des gâteaux dans les fours et avec du levain. Alors c'était la fête, le dimanche soir c'était le bal, uniquement le bal, les jeunes, et puis surtout on chantait. Les anciens se réunissaient, on chantait des chants patois, puis on faisait des passerues, des groupes se répondaient dans la nuit. Est-ce que vous êtes retourné parfois dans votre village le 10 août, ces dernières années? Ah oui, il y a quelques années. Est-ce que ça a changé beaucoup? Oh oui, la fête a changé maintenant. Mais enfin, on a conservé les chants patois. Et puis il y a un prêtre qui justement, qui est professeur de patois, et qui réunit les jeunes pour maintenir les chansons d'autrefois. Monsieur, vous me disiez justement que la fête Dieu que nous avons vue tout à l'heure, il y en a eu une l'année dernière dans votre village. Dans mon village, elle sera la dernière, parce qu'au cours de la procession, il y a des véhicules à moteur qui sont venus, qui ont fait du bruit, qui ont troublé la cérémonie. Un petit peu sciemment, consciemment. Sciemment et consciemment, et notre curé a dit que ce sera fini. On ne peut plus faire une procession à travers des rues avec autant de véhicules qu'il y a à l'heure actuelle. Il y a trop de véhicules. C'est très curieux dans la mesure où nous venons de voir une procession qui a eu même une sorte de bénédiction, avec bénédiction des fruits de la terre, qui je pense doit se situer autour du 1er août ou du 16 août généralement pour la Saint-Roch. Oui, ou l'érogation 3 jours avant l'Ascension. Mais là je crois que c'est plus tard. Oui. Là, le film que nous venons de voir est plus tard. Oui, parce que le blé est coupé. Tracteur en tête. Oui. Tracteur en tête avec... c'est aussi une fête des métiers, des charrues. Et alors c'est une fête qui représente des métiers, et ça c'est un élément très très ancien aussi, puisque dans tous les défilés autrefois carnavalesques, on a chaque métier qui est représenté comme ça, en train de... l'apparition d'un gibus qui doit être aussi, qui est quelquefois... À l'avant? Oui. Ah non, à l'avant alors c'est le représentant très apparemment des conscrits. Oui. Parce que les conscrits dans cette région ont le chapeau gibus avec la cocarde et le drapeau. Il y a d'ailleurs le drapeau tricolore. Et alors le premier conscrit, ce qu'on appelle le premier conscrit, qui est le chef de la jeunesse, est censé entraîner l'ensemble de la fête. Il y a un autre événement, si vous permettez, un autre événement de la vie rurale qui était tellement important et qui est tellement enjolivé dans notre souvenir que maintenant il est devenu du dernier snob de se marier à la campagne, c'était précisément le mariage. Il faudrait que nous en parlions un petit peu. Madame Farjas, vous avez le souvenir de mariage à la campagne? Eh bien oui, mes beaux-parents avaient une propriété qui était cultivée par des métayers. Ces métayers étaient des gens qui avaient 11 enfants. Et quand la fille aînée s'est mariée, j'ai assisté à ce mariage avec papa. Il y avait tout le village, n'est-ce pas? Alors je parle du village, moi j'étais dans un bourg. Alors donc tout le village était là, et on faisait, étant donné la nombreuse assistance, on faisait le repas dans une grange. On avait tendu des draps blancs partout, des draps qui étaient tissés par des tisserands du pays, et avec du chanvre du pays qu'on cultivait encore en Limousin à cette époque-là. Et puis alors on chauffait le four, puisqu'ils faisaient leur pain, ils faisaient leur gâteau, n'est-ce pas? Et je me souviens, j'ai été émerveillée, moi, un jour où j'assistais à ce repas, on a déposé devant les jeunes mariés un énorme vol au vent, duquel se sont envolées 2 colombes. C'était extrêmement joli. Et... Pardon. Oui, d'autres souvenirs de mariage, je crois que c'est vous, Madame Leroux, qui en avez. Alors, quelques jours à l'avance, le boucher vient, puis tue 2 bêtes, un veau, un mouton, et des femmes sont là, puis elles plument les poulets, tout ce qu'il faut de poulet pour la noce. Il y a combien de personnes à ces noces? Oh, une centaine, 200 peut-être quelquefois plus. Et dès le matin, le boucher vient, le matin de mariage, le boucher vient, puis il prépare toute la nourriture. Voilà. Et les femmes préparent la grange avec des draps, elles aussi, tendues de fleurs, avec des cœurs derrière les mariés, et préparent la table avec des belles nappes. Et puis c'est elles qui font le service. Alors les mariés s'en vont. Avant de partir, les gens de la famille arrivent et ils se mettent à manger de la charcuterie qui leur est servie dans la cour. Et tout le monde part à pied ou en voiture à cheval, c'est la longueur du chemin. C'était surtout bien manger et beaucoup manger, le mariage, Monsieur Leroy-Ladurie?
Ben, évidemment, si on suit la noce normande de Flaubert dans Madame Bovary, mais je crois que le mariage reste quand même une cérémonie assez vivante. Enfin, j'ai entendu parler encore de mariage d'ouvriers ruraux où la mariée relève sa jarretière au fur et à mesure que les hommes mettent une certaine somme d'argent sur la table, et puis les femmes remettent de l'argent et la mariée redescend sa jarretière. Enfin, il y a tout un rite. Il y a le folkloriste là, oui. qui se Je crois qu'il manifeste. serait intéressant de demander si vous avez assisté à la rôtie. Est-ce que ça se faisait dans vos régions? Qu'est-ce que c'est que la C'est ce rôtie? plat scatologique que l'on amenait aux jeunes mariés le matin. Ah oui, oui, oui. Moi, je connais. Ah, Oui, oui. et quelle forme Madame Debat, avait cette... Chez nous, d'abord, ça s'appelait comment chez vous? le mariage était tout à fait particulier. Les invités du marié allaient chercher le marié le matin et les invités de la mariée allaient chercher la mariée, dans les hameaux quelquefois. En tête du cortège marchait un homme avec un pichet, la dame Jeanne, et il invitait à boire tout ce qu'on trouvait sur le chemin. Et puis, on avait commencé par manger du ragoût le matin, vers 10 heures. Puis la messe, puis toute l'après-midi, on dansait. Ah oui. Et puis on dansait dans les auberges du village, et on ne se séparait que vers 5 heures de l'après-midi, les invités du marié chez le marié, de la mariée chez la mariée. Et dans la nuit, vers minuit, quand on avait bien mangé, alors on partait amener le ou la mariée. Et alors là, c'était la porte fermée, c'était du vrai théâtre populaire. On chantait, on disait, nous passons par ici, nous nous sommes perdus, nous cherchons, ou bien nous amenons une jeune fille malade, nous cherchons un docteur, et enfin la porte s'ouvrait. Ça durait combien de temps ça? Oh, plusieurs heures. Et puis on dansait jusqu'au matin, et au matin, les plus futés allaient voir les mariés dans leur lit et leur portaient, nous appelions ça en patois, la rosta. Qu'est-ce que c'est Oui. alors? C'est-à-dire, ils leur portaient ou de la soupe au fromage ou du vin chaud, très souvent dans le pot de chambre tout neuf. C'est pas ce que vous vouliez dire, je crois. Oui. La rôtie, on présentait des plats qui, en effet, étaient dans un pot de chambre, Oui, souvent oui. avec un œil au fond. Oui, oui, oui. On mettait du champagne. Maintenant, enfin, On du n'en buvait pas champagne. chez nous. On mettait du chocolat, le tout étant Mélangé. nettement scatologique. Enfin, c'était Pierre Bonnet. pour inviter Oui, en écoutant tous ces récits, il y a une espèce de loi que j'ai découvert, c'est que dans toutes ces cérémonies-là, il n'y a pas de messe sans kermesse et il n'y a pas de kermesse sans messe. Oui, Et le clergé fait constamment un effort pour christianiser tout un certain nombre de coutumes. La jarretière, qui évidemment, on voit très bien quelle est la signification. Alors, la somme d'argent qu'on récupère, on la verse pour les pauvres. Après toutes sortes de libations toute la journée, on prie quand même les jeunes mariés le lendemain matin de venir à une messe pour les morts. Il y a aussi très souvent le rite, ceux du village qui ne peuvent pas participer à la noce parce que le village est trop important, alors il y a une bouteille de vin et une brioche qui permet la communion entre les familles qui sont de noces et celles qui ne le sont pas. Mais tout Si bien cela que- coûtait très cher. Mais pas tellement parce Non. que même pour une noce qui durait 3 jours, c'était très souvent le Oui, cas si oui, vous oui. voulez dans nos villages encore au 19e siècle, chacun apportait très largement et toutes les femmes retroussaient les manches et se mettaient à fabriquer. Mais quand même, si il y a bien une qu'il y avait- débauche de il y avait une nourriture. On a péréquation. l'impression que la vie quotidienne est estompée au profit de ces fêtes et que c'est une revanche sur la Bien sûr, pauvreté oui, des oui, autres oui, jours. oui. Peut-être. Mais c'est ce qui d'ailleurs on peut se demander si beaucoup de fêtes ne disparaissent pas parce que le niveau de vie est trop élevé. trop élevé, Et- ça revient trop et cher. Beaucoup de fêtes étaient liées, je pense, sinon à la misère, tout au moins à une certaine pénurie. Et il fallait un temps qui peut-être était assez répétitif et très grisâtre, avec des jours quotidiens colorés de la même manière. Il s'agissait tout d'un coup de mettre une rupture et de faire éclater. Monsieur Lebrun. Moi, je me souviens des premières communions de l'occupation en Normandie en 1942, où toute la France crevait de faim, mais où c'était On une découvrait des débauche de trésors. nourriture absolument incroyable. Vous vouliez Et je dois dire que voir la fête comme ça, comme uniquement une réaction à la grisaille, je crois que enfin, moi j'ai une toute autre théorie. Je pense qu'on a choisi désormais de faire porter ses efforts ailleurs, alors qu'autrefois on considérait que la fête c'était très sérieux et qu'il fallait à ce moment-là le faire. Enfin, je veux dire, on faisait d'énormes sacrifices pour la fête et puis on était parce qu'on bien estimait par que la nature. fête c'était du sérieux, alors que maintenant on estime que c'est du loisir. Et je crois que c'est tout différent. C'est-à-dire que maintenant, on nous a appris qu'il y a alternance travail-loisir. À l'époque, il y avait les temps forts, les temps fatigants. C'était très fatigant, une fête. On ne se reposait pas du tout, une fête. Madame Le lendemain Debat- d'une fête, on n'aurait pas travaillé, je pense. Monsieur Gagnebet, Madame Debat nous parlait, avant que l'émission ne commence, d'une pratique de son petit village des Pyrénées, le charivari. Alors, Ah oui, raconte. le charivari. Oui. Le charivari se passait lorsque l'un était veuf et qu'il allait se remarier. Alors ça, c'était une coutume un peu intolérante. Alors quand on avait annoncé les bancs,
un groupe de jeunes gens, même quelquefois d'âge mûr, se réunissaient, comme c'est la montagne, sur un endroit élevé, et là ils faisaient du tapage. Alors ils sonnaient avec des cordes de chasse, des trompettes, ils tapaient sur des casseroles, et on les poursuivait dans la nuit. Il y eut quelquefois des accidents, jusqu'au moment où quelqu'un de chez le marié prenait contact avec les gens du Charivari et payait pour affranchir le marié, qu'il puisse convoler de nouveau ça allait en parfois juste très noces. loin. Ça allait très loin. Il y avait eu un soir un mort, un jeune qui fut blessé d'un coup de fusil. Est-ce qu'il était fréquent que les fêtes se terminent mal? Enfin, les charivaris, c'était assez régulier qu'il y ait des blessés ou des morts. Les autres fêtes, peut-être un peu moins, mais il y a des fêtes qui sont liées aussi aux révoltes, assez souvent. Monsieur Bidot, vous voulez dire quelque chose? Oui, il était coutume chez nous, quand le marié venait d'une autre localité, proche ou lointaine, Oui. il devait payer Oui. une amende aux jeunes du village, principalement aux conscrits, cette année-là. S'il la payait, ça allait bien, il faisait partie de la noce et la noce se déroulait normalement. S'il ne voulait pas payer, alors ça se déroulait autre chose et la noce était troublée. Vous êtes passé par là, vous? Ah non, non. Je voudrais... On appelle ça la scène. J'ai vu plusieurs fois dans mon village des gars qui n'ont pas voulu payer. Oui. Alors, à l'église, à la mairie, la fête a été troublée complètement. Je voudrais qu'on regarde maintenant d'autres images. Nous allons voir la fête de la Saint-Jean, qui se passe le 21 juin. Non, Et le après- 24. Eh ben, pardon, le 24. Solstice d'été. C'est une fête païenne, c'est une fête religieuse. On doit dire là, il faut d'abord expliquer, ça se passe en Alsace. Le nom du village m'échappe, il est bien connu parce que ce sont les conscrits qui, couronnés de roses, ayant des brandons qu'on a vus là éclairés, font en fait une sorte de course avec des brandons d'un feu à l'autre, ce qu'on a très mal compris, et cherchent à sauter le plus tôt possible au-dessus du feu. C'est une fête assez connue en Alsace. Quant à l'origine de la Saint-Jean, on a énormément de textes là-dessus, savoir exactement, vous savez qu'on a dit c'est le moment où le soleil va commencer à décroître, il a besoin du feu pour retrouver un peu de sa chaleur, on va faire un grand feu. En fait, la seule explication que l'on ait ancienne, autrefois on mettait des os dans le feu de la Saint-Jean, ça s'appelait le feu d'os, de façon à ce que le feu sente très mauvais. Et on expliquait que des dragons, c'est une explication médiévale, s'accouplaient à ce moment-là et qu'ils risquaient de laisser tomber leur sperme sur terre et de donner naissance à des gnomes, des monstres, etc. Et qu'en conséquence, il fallait un feu qui, par une mauvaise odeur, les sépare. Voilà une explication qu'on retrouve chez des auteurs du XVIIe siècle. Eh bien non, moi je n'ai pas vu beaucoup de feux de la Saint-Jean, mais je me souviens que dans mon enfance, le matin de Saint-Jean, maman se levait à l'aurore et qu'elle cueillait des herbes de la Saint-Jean, elle cueillait une branche de chaque fleur, de chaque arbre du jardin, elle faisait un bouquet de multiples fleurs ou verdures et elle mettait ça à la porte de la maison. Et elle était pas la seule à le faire, évidemment, dans le village, on faisait le bouquet de la Saint-Jean. Je n'ai pas vu beaucoup de feux. Monsieur Leroy Ah oui, Ladurie. Guido, pardon. Oui. Je crois que les brandons, enfin les torches enflammées, au moins à d'autres périodes de l'année, c'est un rite de fécondité, et notamment pendant l'hiver, au moment du carnaval, c'était destiné à faire pondre les poules, à enlever la vermine des arbres fruitiers et à faire pousser les pommes. Ah bon? Mais D'accord, Madame Debat? C'est bien ça? Moi, pour le bouquet de la Saint-Jean, nous faisions un bouquet de toutes les fleurs, comme disait Madame, et puis on le bénissait le soir en même temps que le feu de la Saint-Jean, on l'accrochait derrière la porte, et s'il faisait orage,
on allumait le cierge béni le jour de la Chandeleur et on jetait quelques branches, quelques feuilles pour nous protéger de l'orage. Tout ça... Emmanuel Leroy-Ladurie, vous racontez qu'à un moment, le calvinisme a condamné les feux de la Saint-Jean et ses réjouissances. Mais comment le paysan a-t-il accepté d'être privé de ces fêtes? C'est surtout les réjouissances de mai, du mois de mai, qui étaient les réjouissances du printemps dans sa pleine force, qu'à un moment le calvinisme a essayé de condamner, ce qui a fait des émeutes paysannes au XVIe siècle avec des pierres, etc. Et ça a du reste nuit au protestantisme. Mais je suis persuadé que dans les pays protestants, les protestants ont rapidement cessé de condamner ce genre de fêtes et qu'elles ont continué, au moins en Angleterre et en Allemagne. Claude Gagnebet. Vous savez, on n'a pas attendu le calvinisme pour condamner le feu de la Saint-Jean. Dès le Moyen-Âge, on affirme que c'est bien un feu qui n'est pas païen, contrairement à ce que certains croient, et qu'il faut le faire en honneur de Saint-Jean. On demande qu'il soit béni, et là c'est un recouvrement liturgique de toute évidence. Et le plus beau texte qu'on ait là-dessus, c'est un texte de Bossuet, qui dans un texte relatif au diocèse de Meaux, explique à ses curés qu'il est très important d'aller au feu de la Saint-Jean, de le bénir rapidement, de rester jusqu'à ce qu'il soit éteint, de faire attention que personne ne prenne de brandon, de rentrer très vite les bannières et de disperser les cendres de façon à ce qu'il n'y ait pas de rite païen qui se greffe autour. C'est le catéchisme du diocèse de Meaux, rédigé par Bossuet, qui était un grand pourfendeur de coutumes populaires. Il faut dire qu'encore maintenant, on assiste à des feux de Saint-Jean bénis par les prêtres, avec des homélies sur le thème « C'est un peu triste de brûler tant de bois ». J'ai assisté à ça à Saint-Jean-du-Doigt, madame, en Bretagne. C'est quand même... On peut croire en Claude Gagnebet, Père Bonnet? Oui, bien sûr. Vous prenez Bossuet, tout le monde s'incline devant Bossuet. Qu'est-ce que vous voulez en face de Bossuet? Je crois aussi, si vous voulez, qu'il faut quand même dire que toutes nos interprétations de la fête dépendent souvent de textes de clercs, et que les clercs ont sans arrêt été partagés entre deux attitudes, ou bien tirer à eux ces fêtes et ces éléments, les baptiser, asperger ça d'eau bénite, ou au contraire, signaler les dangers, pas forcément d'ailleurs parce que c'était du paganisme, on est tout le temps en train de chercher du paganisme religieux, mais souvent parce que c'était aussi l'occasion de réjouissance pour la jeunesse et de mélanger un petit peu la jeunesse, si bien que le clergé était très très sensible à toutes les déviations possibles pendant et surtout à la sortie de la fête. Alors si bien que l'Église constamment navigue entre deux attitudes, ou bien condamner, ou bien au contraire accueillir et récupérer la fête. Madame Debat, tout à l'heure, Claude Gagnebet parlait des bals. Vous en parliez vous aussi, d'ailleurs. Oui. Est-ce que l'on dansait plus, mieux autrefois On dansait les danses d'autrefois, les quadrilles. Chez nous, il y avait le branle. Et on le dansait toujours sur la place. D'ailleurs, dans les Basses-Pyrénées, dans la vallée d'Ossau, eh bien, on les garde, ces danses anciennes. C'était une espèce de rondeau. Qui jouait la musique? Un accordéon. Un accordéoniste, et puis sans avoir fait d'études, dans presque toutes les maisons chez nous, on savait jouer de l'accordéon. Et on savait danser aussi. Ah, et on savait danser. Est-ce que la danse était plus importante qu'aujourd'hui, autrefois? Ah oui, on dansait. Oui, je crois que c'est évident. Très souvent. Bon, parce qu'il y avait en effet des joueurs. Il y a peut-être une explication à ça d'ailleurs, qui est la SACEM. Sache pas que le fait de payer des droits, tout simplement dès qu'on joue de la musique, où que ce soit, a été catastrophique au point de vue de la transmission des danses en France. Je crois que c'est très important à dire. C'est un état dans Il n'y a pas de droit à verser, là, vous ne connaissez pas l'auteur. Je veux dire, c'est quand même scandaleux que des gens qui se permettent d'adapter des textes populaires fassent ensuite payer des droits pour les faire jouer et empêchent, et en fait ont empêché constamment cet élément très important qu'était la musique dans les fêtes populaires, je crois qu'il faut le dire. Emmanuel Leroy-Ladurie. On prétend que dans certaines régions, pas dans toutes, l'Église a essayé d'interdire les bals. Elle y est parfois arrivée, notamment dans l'Ouest, en Normandie ou ailleurs, sinon les interdire, du moins à les diminuer. Et le résultat, c'est que les gens se sont mis à boire. Et que c'est, dit-on, une des causes de l'alcoolisme normand. Ils ont fait les deux. Je vous propose de regarder maintenant un bal populaire. C'est un bal du 14 juillet. Et vous allez voir un superbe tracteur traverser l'endroit où les gens dansent. Ça se passe en Auvergne. Oui, ça se passe en Auvergne. Et bien, en attendant le bal du 14 juillet...
tauferu la giunatia, cauce vudu di amariga. Madame Fargin, c'est une bourrée? Pardon, oui, c'était une bourrée. Vous la dansez? Non, je ne vous invite pas, mais... Je sais la danser, mais il faut que j'ai des partenaires beaucoup plus forts que moi tout de même. Mais je l'ai dansée. Et j'ai vu des paysans limousins danser la bourrée avec une bouteille sur leur tête, et la bouteille ne tombait jamais, pour mon plus grand émerveillement, bien entendu. On la danse encore, d'ailleurs, la bourrée. Est-ce que les beuveries, autrefois, finissaient parfois en violence? Parce qu'il y avait des balles du samedi soir, c'est ça? Oui, mais enfin, pas nécessairement. La violence peut accompagner la fête, mais elle n'en est pas un élément nécessaire. Ce qui est arrivé parfois, c'est qu'il y ait, connais au moins un cas, c'est des carnavals qui interviennent pendant les révoltes populaires et où les gens se déguisent et puis s'entretuent. De mauvais souvenirs, M. Bidot? Oui, mais chez nous, on appelait les gendarmes parce qu'il y avait des morts. Mais à toutes les réunions, à toutes les fêtes, il y avait des blessés. Et on les appelait souvent, alors? Très rarement, quand même. Non, chez nous non plus. Ce qui était très joli, c'est quand les limousines dansaient la bourrée avec le barbichet. Et puis les paysans avec leurs petites blouses et le chapeau. Qu'est-ce que le barbichet, madame? Oh, le barbichet, c'est une coiffe très saillante avec de grandes ailes blanches. Et le fond est en dentelle, et puis il est ouvragé, puis il travaille à l'aiguille, il est brodé à la main. C'est extrêmement joli. On n'en voit plus d'ailleurs, là. Mais c'était très joli. Alors le paysan avait une petite blouse jusqu'au genou, puis un petit chapeau à large bord, un peu comme les Bretons, puis des rubans au chapeau. Alors c'était l'accordéon qui avait aussi des rubans. C'était très spectaculaire, la bourrée. C'était très joli. Et puis la fête, c'était aussi quand le colporteur rendait visite aux gens chez eux. Ah oui, dit Madame Debar. Vous avez des souvenirs? Je me souviens, un colporteur venait, il avait une caisse sur le dos avec plusieurs étages. Il nous vendait des peignes, des aiguilles, de la dentelle. Vous l'attendiez, ce colporteur? Oh oui, oui. Il venait parce qu'on ne se déplaçait pas très souvent, on marchait à pied, nous autres, à la montagne. Alors, le colporteur, 2 fois par an. Claude Gagnebet. Ce serait intéressant de savoir s'il portait des livres. Non, je n'ai pas vu porter des livres, non. Vous savez, c'est comme ça que circulait, entre autres, le petit Albert, le grand Albert, des choses comme ça. Non, pas de chez nous, dans la montagne, non. Monsieur Bidot? On a dit que c'est ces gens-là qui portaient autrefois des Bibles, et moi je ne me rappelle plus ce livre qui fait tâche à faire du mal aux gens, des grimoires. En cachette. Alors déjà il y a 100 ans de ça. Ils les avaient en cachette et moyennant argent qu'ils les portaient. Mais les mêmes colporteurs que chez cette dame venaient chez nous. Et 2 fois par an, en général, c'était des Savoyards, des petits bonhommes. On voit un colporteur dans Le Pain Noir de Georges Amalou. J'allais le dire. Pour qui la femme couper ses cheveux. Voilà, oui, vous l'avez remarqué. C'est exact, ça, vous l'avez lu, Le Pain Noir, bien sûr, puisqu'il est passé sur la radio. Et c'était très... Il savait tellement convaincre la paysanne, n'est-ce pas, qu'elle arrivait, la pauvre, à payer avec ses cheveux. Elle coupait quelquefois des chevelures. Les femmes vendaient leurs cheveux, oui. Pour acheter un peigne. Moi, je n'ai pas vu, mais enfin, je sais qu'Emmanuel Clantier le situe dans Le Pain Noir. Une des choses qu'on a le plus embelli dans le souvenir, et peut-être un peu idéalisé, ce sont les veillées. Alors, qui a des souvenirs de veillées ici parmi vous? Madame Leroux, des veillées? Non? Madame Debat? Oui, chez nous, il y avait la veillée. Chez nous, dans le Gers, alors il y avait les veillées pour, après le dépouillage du maïs. Les panouillages. Ah oui, chez nous on dit le dépouillage. Alors on travaillait jusqu'à minuit, on dépouillait le maïs et puis on cédait entre voisins. Ça durait longtemps. Et après on faisait la fête. On mangeait des marrons grillés, de la confiture de résinée qu'on avait fabriquée dans les maisons et puis on buvait du vin bourré, c'est-à-dire c'était le vin nouveau qu'on venait juste de soutirer. On se couchait tard? Oh oui, on se couchait tard, mais on n'était pas fatigué, c'était un travail physique, on récupérait vite. On ne se levait pas plus tard le lendemain? Oh non, on se levait très tôt pour soigner les bêtes de très bonne heure, et puis on se levait tôt, vous savez, en campagne. Oui, à propos des veillées en Lorraine, il y a quelque chose qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est que les veillées étaient fréquentes l'hiver,
et il était interdit et au curé et à l'instituteur d'y participer. Alors parce que c'était vraisemblablement les étrangers au village et la communauté voulait se retrouver entre elles, mais je me suis aussi demandé si c'était pas parce que c'était les gens instruits. Et finalement, les gens instruits, c'est un peu l'ennemi de la fête. Et la fête a besoin, si vous voulez, je crois, de vivre de tradition orale, et les gens du livre, les gens de la civilisation écrite, c'était peut-être un danger. Enfin, c'est une interprétation possible. On a une très belle description des veillées au XVIIe en Champagne. Une académie champenoise, mais comme sujet les veillées, et on observe qu'en fait ce sont pratiquement uniquement les femmes qui participent. Elles s'appellent les serrées. Ce sont en dehors du village des petites cabanes basses couvertes de terre où l'on s'est réunis surtout pour économiser la chandelle parce que l'éclairage entre femmes, et là alors ça discute. Et alors on a même un texte du 15e qui s'appelle les Évangiles des Quenouilles, qui sont un auteur qui a recueilli tout ce qui se disait aux veillées. De quoi parlait-elle, ces femmes? Et elle parlait surtout, du loup-garou, bien entendu, tous les contes populaires pour faire peur aux enfants, il y avait ça. Et puis elle parlait beaucoup des hommes. Oui. Elle parlait beaucoup des caractéristiques des hommes, des choses comme ça, et c'était très salé. Et puis on je veux dire, le langage des femmes dans ces veillées était très salé, et les jeunes gens, puisqu'on est en hiver, les veillées se terminaient généralement avec l'enterrement des veillées, qu'on faisait soit en mars, soit à la fin février. Les travaux, on faisait essentiellement, soit en effet les travaux que vous avez évoqués, soit les travaux de filage. On devait arrêter donc de filer à une certaine date. Et alors, les jeunes gens qui étaient en carnaval, qui couraient en carnaval tout autour, pénétraient à l'intérieur des veillées et là faisaient un certain nombre de farces aux jeunes filles. Et c'est un peu là que se décidaient les mariages. Mais c'était les femmes entre elles, les vieilles femmes, enseignant aux jeunes, d'abord à bien filer, c'était important, racontant les légendes qu'on transmettait, les enfants qui assistaient comme ça dans les pieds. Elles n'étaient pas MLF, ces dames. Oh, vous savez, elles étaient, sans passer par le MLF, elles étaient très critiques vis-à-vis de l'ensemble du monde masculin dans les textes du 15e. Vous savez, ça n'a pas été inventé de... Monsieur Leroy-Ladurie. Vous avez aussi la fête de la Sainte-Agathe. Puis elles avaient leur fête. Il y avait quand même une fête spécifique des femmes, où les femmes commandaient pendant toute la journée. Sainte-Agathe. S'il vous plaît, oui. Je crois que au XVIIIe siècle, Rétif de la Bretonne raconte pas mal de veillées de ce genre. Alors au début, c'est assez pieux, il y a toutes sortes de prières. Et puis quand le chef de famille va se coucher, les bergers se mettent à raconter des histoires d'horreur, à dresser les cheveux sur la tête, un peu comme le film d'épouvante le soir, si vous voulez, à la télévision, à partir de 11h du soir, ce qui faisait rêver et donner des cauchemars aux enfants. En Limousin, il y avait une revue qui s'appelait Loubourne, là, ce qui veut dire la ruche. Et on racontait des histoires de veillées qu'on appelait la Niorla de Ningomian, c'est la langue d'Ox, ce qui voulait dire les histoires d'une langue de miel. Moi, je n'en connais que ça par les revues, n'est-ce pas, mais je ne connais pas l'histoire. Oui. Mais cette revue était extrêmement jolie et tout était en langue d'Oc. C'est joli, les histoires d'une langue de miel.